Bonjour et bienvenue sur Canal Delta 7 pour cette émission consacrée aux plateformes d'accompagnement et de répit pour les aidants. Je suis Raphaël Martin, je suis la responsable du pôle aidant de l'association Delta 7. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce terme de plateforme d'accompagnement et de répit pour les aidants? Pourquoi consacrer une émission là-dessus? Alors déjà, pour commencer, savez-vous ce que c'est qu'un aidant? Un aidant, c'est un proche, c'est un voisin, c'est un conjoint, c'est un enfant, c'est un ami qui aide au quotidien une personne en perte d'autonomie, une personne malade ou en situation de handicap. Peut-être ne savez-vous pas, mais il y a actuellement en France environ 11 millions de personnes qui sont considérées comme aidantes, donc qui aident au quotidien, donc chaque jour, des personnes qui sont en difficulté. Sur ces 11 millions, sachez que près de la moitié ignorent qu'ils sont aidants. D'où l'importance de pouvoir sensibiliser les personnes qui aident au quotidien qu'elles sont aidantes et que du coup, elles peuvent bénéficier d'aides les concernant. Donc, les plateformes d'accompagnement et de répit pour les aidants sont des dispositifs qui sont financés par les pouvoirs publics. Ça fait partie des dispositifs d'aide de politique publique destinés aux aidants. Alors, vous me direz pourquoi aider des aidants, sachant que, a priori, ce sont des personnes qui vont bien. En fait, des études ont montré que l'aide que les aidants apportent au quotidien n'est pas sans impact, sans répercussion sur la propre santé physique, psychologique des aidants. Beaucoup d'aidants reconnaissent souffrir de stress, d'anxiété. Beaucoup d'aidants reconnaissent avoir du mal à dormir la nuit, avoir des difficultés pour trouver le sommeil. Beaucoup d'aidants se plaignent de douleurs physiques. Quand une personne doit se laver, etc., forcément, l'aidant qui n'est pas forcément au courant des bonnes postures peut avoir des difficultés et on peut avoir des douleurs physiques qui apparaissent. Et on se rend compte que des aidants, donc la santé des aidants est altérée. Beaucoup déclarent souffrir de dépression, voire même pour certains aidants décèdent avant leurs proches. D'où l'idée et d'où l'importance de pouvoir aider ces aidants. Donc, les plateformes d'accompagnement et de répit pour les aidants sont une des réponses apportées par les pouvoirs publics sur cette thématique. Les plateformes ont été initiées dans le cadre du plan Alzheimer 2008-2012. Donc, vous voyez, ça date d'il y a quelques années maintenant. Et ces mêmes plateformes ensuite ont été pérennisées par le plan maladie neuroévolutive 2014-2017. La plateforme d'accompagnement et de répit pour les aidants a pour objectif d'accompagner les aidants ayant un proche atteint d'une maladie évolutive, quel que soit l'âge, ou encore les aidants ayant un proche en perte d'autonomie du fait de l'avancée en âge, du fait de la maladie, etc. Sur certaines régions de France vont aller plus loin. Les plateformes d'accompagnement et de répit pour les aidants, dans certaines régions, peuvent aussi accompagner des aidants ayant un proche en situation de handicap. Voilà. Alors, quelles sont les caractéristiques principales d'une plateforme d'accompagnement et de répit pour les aidants? Elles sont adossées à ce qu'on appelle des centres d'accueil de jour. Ce sont des structures qui accueillent à la journée des personnes en perte d'autonomie pour permettre à ces mêmes personnes d'avoir des ateliers de stimulation et de maintenir pour elles du lien social. Elles retrouvent 1 à 3 fois par semaine d'autres personnes, elles aussi en perte d'autonomie, et les professionnels sont là pour leur proposer des activités de stimulation. Vous avez d'ailleurs eu l'occasion d'avoir une émission sur Canal Delta 7 pour vous présenter les accueils de jour, donc je ne m'étendrai pas là-dessus. Les plateformes d'accompagnement et de répit donc, sont autorisées par les agences régionales de santé et adossées à des centres d'accueil de jour. L'idée c'est qu'elles accompagnent l'aidant tout au long de son cheminement d'aidant et tout au long de son parcours aussi. Et on parle souvent d'un parcours du patient. Et bien, quelque part, les aidants aussi ont leur parcours. Un parcours qui commence avec l'annonce du diagnostic, l'annonce d'une maladie, avec une perte d'autonomie, et puis qui va avancer aussi en fonction de l'avancée de la situation et de l'état de santé de son proche. Donc, les plateformes d'accompagnement et de répit pour les aidants ont vraiment pour mission d'accompagner l'aidant dans son parcours, de façon à ce qu'il ne reste pas seul, de façon qu'il trouve des réponses et un lieu de soutien qui l'accompagne au quotidien. Alors, l'idée des plateformes, c'est d'offrir toute une palette d'aides et d'offrir une réponse en fonction de l'aidant là où il en est. Pour vous illustrer, les plateformes sont libres d'initier les dispositifs qu'elles jugent pertinents sur le territoire. Donc, les plateformes ont un territoire qui est délimité. L'Agence régionale de santé fixe un territoire précis. Ça peut être un ensemble de communes, ça peut être pour Paris un ensemble d'arrondissements, etc. Et la plateforme doit œuvrer pour proposer des réponses qui ne sont pas existantes déjà sur le territoire et pour orienter aussi les aidants vers les dispositifs déjà existants. Il ne s'agit pas de rajouter une couche sur des dispositifs qui existent déjà par ailleurs, mais à la plateforme de repérer ces dispositifs existants pour les aidants et les orienter.
pour d'autres dispositifs qui n'existent pas, la plateforme a pour mission de créer, d'innover, de proposer des solutions à destination des aidants. Et donc voilà, il peut y avoir toute une palette de propositions. Ça peut être des propositions en matière d'accompagnement, ça peut être des propositions en matière de répit, d'où le terme de plateforme d'accompagnement et de répit. Ça peut être des propositions individuelles, ça peut être des propositions en groupe. Pour les propositions en groupe, ça peut être des propositions pour les dents seuls, des propositions pour le couple aidant aidé. Donc voilà, il y a toute une palette de propositions possibles et je vais maintenant détailler chacune des propositions. Concernant le soutien individuel, l'idée, c'est de permettre à l'aidant d'avoir un lieu où il pourra faire part de toutes ses émotions. Parce que forcément, le quotidien d'un aidant, on peut l'imaginer, n'est pas sans impact. Il faut lui laisser aussi un temps d'accepter ce diagnostic-là. La plateforme peut être là justement pour accueillir ce choc et puis pour l'aider à petit à cheminer dans l'acceptation de ce diagnostic et puis pour l'aider aussi à comprendre la maladie de son proche, les répercussions que ça a sur le quotidien de son proche et donc sur le quotidien aussi de l'aidant. Donc l'accompagnement individuel, c'est lui offrir un espace de parole en individuel pour qu'il puisse faire part de toutes les émotions qui peuvent le traverser. Il peut y avoir de la tristesse, il peut y avoir de l'angoisse, il peut y avoir de la colère, il peut y avoir aussi de la culpabilité parfois avec l'impression de ne pas suffisamment bien s'occuper de son proche. Donc toutes ces émotions que l'aidant ne s'autorisera pas forcément à partager avec sa famille ou avec ses amis, ou pour lesquels non plus l'aidant n'aura pas la possibilité de les partager avec sa famille ou avec ses amis parce que la famille et les amis ne se rendront pas forcément compte de ce que vit l'aidant au quotidien. Donc toutes ces émotions-là peuvent être accompagnées et soutenues par la plateforme. Généralement, au niveau des professionnels intervenant sur les plateformes, il y a essentiellement des psychologues. Donc, les psychologues peuvent accueillir toutes ces émotions traversées par l'aidant. Une autre mission de la plateforme en individuel peut être d'orienter l'aidant vers les dispositifs existants le concernant. Je vous en ai déjà parlé un petit peu. Donc, la plateforme d'accompagnement et de répit pour les aidants a pour mission de recenser les dispositifs existants sur son territoire. Et quand au cours d'un entretien individuel, l'aidant évoque des difficultés qu'il rencontre, à ce moment-là, la plateforme aura pour mission d'orienter cet aidant vers les professionnels et les partenaires qui pourront répondre aux besoins qu'a l'aidant à un instant T. Ça peut être des besoins pour une bonne prise en charge de son proche, prise en charge à domicile, prise en charge en accueil de jour, une prise en charge en hébergement temporaire. Ça peut être le renseigner sur les mesures de protection juridique, sur les dispositifs existants en matière d'aide financière, etc., etc. Vous voyez, la palette des informations possibles pour les aidants est assez vaste. Et d'ailleurs, beaucoup d'aidants disent que c'est un vrai besoin qu'ils ont, parce qu'il manque beaucoup d'informations. On dit souvent qu'il y a énormément de dispositifs, mais qui ne sont pas forcément identifiés par les aidants en tant que tels. Donc, le rôle de la plateforme est de pouvoir orienter ces aidants vers les dispositifs dont ils ont besoin, eux, au quotidien. Voilà pour l'accompagnement individuel. Au niveau de l'accompagnement groupal, beaucoup d'aidants nous ont fait comme retour qu'il était important pour eux de rencontrer d'autres aidants. En effet, il y a des paroles qu'ils peuvent échanger entre eux, et des situations qu'ils se racontent et qu'ils arrivent à se comprendre. C'est comme s'ils avaient un même langage, ils forment un même corps. Ils sont vraiment des pairs PIRS. Et donc, quand un aidant partage les difficultés qu'il rencontre avec son proche, qui a des difficultés de mémoire, qui pose 30 fois la même question, etc., d'autres aidants pourront déjà comprendre et se dire « je ne suis pas seule. Ce que je vis aujourd'hui, je ne suis pas seule à le vivre, ce n'est pas moi qui ne vais pas bien. » D'autres aidants vivent les mêmes difficultés que moi. Et donc, ces échanges entre aidants peuvent leur permettre d'échanger ensemble, de partager des trucs et astuces qui ont fonctionné ou qui ont un peu moins fonctionné. Et c'est toujours intéressant d'avoir ce partage-là entre aidants. Et puis, ces groupes de parole, ces groupes de formation, ces groupes entre aidants peuvent aussi être l'occasion d'avoir des informations, d'avoir des formations pour comprendre la maladie de son proche, pour comprendre la perte d'autonomie, pour savoir un petit peu à quoi s'attendre de façon à pouvoir préparer les choses. Beaucoup d'aidants nous ont fait le retour en nous disant que savoir que la maladie d'Alzheimer avait telle répercussion au quotidien, comme des troubles de mémoire immédiate, et donc le fait que la personne malade puisse poser régulièrement la même question. Beaucoup d'aidants nous ont dit que savoir que le fait que leurs proches posent tout le temps la même question était le résultat de la maladie, les avait beaucoup soulagés. Parce que certaines fois, à force de répéter, on perd patience, etc. Et donc, certains aidants avaient l'impression que c'était leurs proches qui faisaient exprès.
Là, le fait que dans un cadre, avec d'autres aidants, des professionnels leur disent que non, la maladie fait que votre proche a des problèmes de mémoire et qu'il pourra oublier 2 minutes après ce que vous venez de lui dire, a permis à beaucoup d'aidants de prendre du recul et finalement pas de relativiser, parce qu'il ne s'agit pas de relativiser, mais finalement de mieux accepter au quotidien la maladie. D'où l'importance de se former, parce que même si on pense savoir des choses sur la maladie, puisqu'on la vit au quotidien, c'est toujours intéressant d'avoir des lieux de recul, avec des professionnels qui pourront mettre des mots sur ce que les aidants vivent au quotidien, et puis avec des aidants qui pourront voilà, témoigner, soutenir et partager ce qu'ils expérimentent eux aussi au quotidien. Voilà l'accompagnement groupal. Beaucoup de plateformes peuvent proposer un accompagnement aussi centré sur le bien-être. J'ai parlé de la formation, parce que c'est important de pouvoir se former pour comprendre la maladie de son proche. Mais c'est aussi important pour les aidants d'avoir des espaces de bien-être, que ce soit des techniques de relaxation. Parce que voilà, je reprends l'exemple d'avoir 30 fois la même question. Il faut arriver à garder patience, il faut arriver à prendre du recul. Et donc, parfois, des techniques de relaxation, par exemple, peuvent être utiles pour les aidants. D'où souvent c'est la relaxation, des choses comme ça sont des propositions qu'on peut retrouver régulièrement sur les aidants, sur les plateformes. Autre activité, alors je vous ai beaucoup parlé des missions d'accompagnement. Autre proposition des plateformes d'accompagnement et de répit, ce sont donc des propositions de répit. Alors pour nous, Delta 7, le répit, ce n'est pas forcément la séparation du couple aidant-aidé. En effet, on rencontre beaucoup d'aidants, que ce soit des enfants, que ce soit des conjoints, qui nous disent qu'ils ne souhaitent pas forcément avoir des activités sans leurs proches, mais que c'est important pour eux de continuer à vivre. Et du coup, pour nous, en tant que plateforme, c'est aussi important de leur permettre de continuer de partager des bons moments avec leurs proches, mais dans un cadre privilégié. Pour vous illustrer, au niveau de Delta 7, on propose une fois par mois des sorties culturelles avec un partenaire, sorties culturelles au musée, au théâtre, à des concerts, à des pièces, voilà, que ce soit des sorties en journée, en soirée, le week-end ou en semaine, de façon à pouvoir toucher le plus d'aidants, même les aidants en activité professionnelle. J'ai même eu l'occasion d'accompagner un jour un aidant qui est venu avec ses petits-enfants et donc son conjoint. Et donc, ça permettait d'avoir un beau moment, même en famille. Et donc, l'idée de sa sortie, qu'est-ce que c'est? C'est de pouvoir continuer de partager des moments avec son proche, parce que c'est pas parce qu'on est malade ou en perte d'autonomie que derrière, il n'y a pas des activités qui sont encore accessibles. Et donc, c'est la possibilité de continuer d'aller au musée, de continuer de faire des sorties et puis de partager des moments de plaisir à deux. Alors, bien évidemment, quand on va au musée, quand on organise en tant que plateforme des sorties au musée, l'idée, ce n'est pas d'avoir une interrogation sur l'histoire de l'art, mais plutôt de permettre à chacun de partager un moment devant un tableau, de s'émerveiller, de s'interroger. Tiens, ce tableau me surprend. Qu'est-ce que ça veut dire, etc. Voilà, on découvre ensemble un tableau, on partage ensemble des émotions devant un tableau. Et j'ai été touchée par certains aidants qui s'émerveillaient de découvrir que leurs proches avaient vu quelque chose dans le tableau que eux-mêmes n'avaient pas vu. Donc, voir un aidant s'émerveiller de son proche malade, c'est faisable et c'est vraiment sympa. D'où voilà, l'intérêt de pouvoir continuer de proposer des sorties culturelles et de ne pas s'en empêcher. Autre proposition qu'on offre aussi régulièrement, ce sont des ateliers à partager avec son proche. Ateliers autour d'autres médiations. Ça peut être un atelier cuisine, un atelier musique, de la médiation animale, etc. C'est l'occasion pour le couple aidant-aidé d'expérimenter ensemble de nouvelles choses. J'ai en souvenir un couple qui est venu pour la première fois pour un atelier d'art-thérapie. L'aidante me disait, vous savez, Madame Martin, on n'a jamais on n'a jamais fait de peinture, on n'a jamais fait quoi que ce soit. Et ils se sont lancés, ils ont osé passer le pas et ils y ont pris beaucoup de plaisir. Et là encore, l'aidante s'est émerveillée en disant, je ne pensais pas que mon proche serait capable de faire ça, mais alors avec la maladie. Donc c'est aussi une autre façon, voilà, ça permet aux aidants de changer de regard sur leurs proches. Et puis j'ai aussi en tête un atelier de théâtre qu'on avait pu initier avec un jeu de rôle où l'aidant avait les yeux bandés et devait se laisser guider par son proche malade, donc avec des problèmes de mémoire. Et l'aidant, à la fin du cycle de théâtre, nous avait dit qu'il avait redécouvert qu'il pouvait faire confiance à son proche. Et voilà, donc ça avait permis à l'aidant de voir qu'il pouvait encore compter sur son proche, pourtant malade. Donc il avait pu partager des moments, en l'occurrence c'était un conjoint, une conjointe. Elle avait pu partager des moments avec son conjoint. Et elle nous avait dit aussi qu'elle avait découvert que son mari pouvait faire rire, parce qu'avec englué dans son quotidien d'aidante,
Voilà, ils n'avaient plus forcément le temps d'échanger ensemble. Et donc là, le fait de participer à un atelier lui avait permis de redécouvrir l'humour de son mari. Et ça, c'était vraiment sympa comme témoignage. D'où l'intérêt de ces activités aidant aider. Vous voyez, c'est important. C'est pas parce qu'on est malade ou en perte d'autonomie, c'est pas parce qu'on a un proche malade ou en perte d'autonomie que derrière, il n'y a plus rien à faire et à partager ensemble. Non, bien au contraire. Donc, n'hésitez pas à essayer. Et puis, c'est aussi l'occasion de rencontrer d'autres familles qui vivent les mêmes choses que vous. Et donc, voilà, c'est aussi l'occasion de garder un lien social. Parce qu'on sait que pour beaucoup d'aidants, l'annonce diagnostique peut parfois conduire certaines personnes de leur entourage à s'éloigner un peu, par peur, par incompréhension, etc. Et ces activités aidant aider peuvent permettre justement de recréer un lien social avec d'autres personnes. Et puis, nous proposons aussi régulièrement, c'est un titre d'exemple, mais d'autres plateformes le font aussi, hein, des séjours vacances. Parce que c'est pas parce qu'on est malade ou qu'on a son proche malade qu'on ne peut plus partir en vacances. Il existe beaucoup de structures qui proposent des lieux, des vacances dans un cadre sécurisé et adapté, de façon à pouvoir repartir avec son proche. Je pense notamment à un lieu qui se trouve en Touraine, au cœur des châteaux de la Loire. Donc, c'est la possibilité de redécouvrir les châteaux, de découvrir ou de redécouvrir les châteaux de la Loire dans un cadre un peu privilégié. Donc, voilà, ce rôle de plateforme, c'est aussi ça, faire passer des messages que la vie ne s'arrête pas avec l'annonce diagnostique et qu'il y a encore des choses à partager. Et puis, parce qu'on s'appelle plateforme d'accompagnement et de répit et que beaucoup d'aidants ont aussi besoin de souffler, qui ne se l'autorisent pas beaucoup, on a aussi pour mission de réfléchir à des solutions de répit où l'aidant peut se dégager du temps, peut prendre du temps pour souffler, pour se soigner aussi. Parce que moi, c'est un chiffre que j'ai découvert en travaillant en plateforme d'accompagnement et de répit. Plus de 30% des aidants ont reconnu avoir délaissé leur santé. Et quand je vous parlais tout à l'heure en introduction de l'impact de l'aide au quotidien sur les aidants, impact sur le plan physique, sur le plan psychologique, avec la dépression, etc. C'est vraiment important pour les aidants d'avoir du temps libéré, ne serait-ce que pour penser à se soigner. Et je vous l'ai dit aussi en préambule, hein, certains aidants décèdent avant leurs proches. D'où l'importance aussi pour les aidants de s'autoriser du répit, des moments pour eux, des moments où ils peuvent confier leurs proches pour prendre soin d'eux aussi. Et donc, en tant que plateforme, à nous aussi de proposer toute une palette de dispositifs de répit. Le répit peut s'adresser aussi bien à des personnes qui sont à des stades peu avancés de la maladie, de façon à ce que chacun puisse avoir son espace de respiration et d'activité de son côté. Et le répit, c'est aussi pouvoir proposer des structures et des faciliter l'accueil en hébergement temporaire si besoin. Par exemple, au niveau de Delta 7, nous avons eu l'occasion d'initier avec certains établissements des places réservées en en hébergement temporaire. Parce que quand un aidant a besoin de souffler, c'est tout de suite. C'est pas dans 3 mois. Il n'a pas le temps de s'occuper. Il n'a pas le temps de rechercher des établissements qui pourraient accueillir leurs proches de façon rapide dans la bonne unité. Il y a des tarifs qui ne sont pas trop difficiles par rapport à leur budget. Donc, on a fait en sorte de pouvoir identifier des places et de pouvoir avoir des places réservées pour les aidants qui en ont besoin. Donc, le rôle d'une plateforme d'accompagnement et de répit, ça peut être ça. Réfléchir à des formules innovantes, à des propositions innovantes. Sur un autre territoire, donc toujours au niveau de Delta 7, nous expérimentons avec un partenaire de l'accueil de nuit. Parce que l'accueil de nuit se passe au sein d'une résidence médicalisée, mais c'est aussi une façon de maintenir le proche au domicile. L'aidant peut dormir, il se repose 1 à 2 nuits par semaine, il peut ainsi garder des forces et permettre de garder et d'accueillir son proche malade longtemps au domicile. Voilà un petit peu pour les activités de répit. J'espère avoir été assez exhaustive. Comme je vous le disais, les plateformes il y a a priori, chaque région dispose de plateformes d'accompagnement et de répit. Ce sont donc des lieux qui sont réservés aux aidants, qui sont là pour vous accompagner dans la durée. Ce sont des lieux d'accompagnement et de soutien gratuits. Vous pouvez y bénéficier tant que vous voulez. Enfin, vous pouvez en bénéficier aussi souvent que vous voulez. Ça peut être 1 fois par mois, ça peut être tous les 15 jours, ça peut être tous les 3 ans. Ce sont vraiment des lieux qui sont en fonction de vous aidants, et qui sont là pour répondre à vos besoins et vous accompagner tout au long de votre cheminement et de votre parcours d'aidant. Je terminerai en vous disant que pour retrouver les coordonnées des plateformes d'accompagnement et de répit pour les aidants, sachez que vous avez un site www.pour-les-personnes-âgées.gouv.fr. Vous tapez sur une barre de recherche pour les personnes âgées.gouv.fr et vous basculerez automatiquement sur le site. Donc, sur ce site internet-là, qui est donc un site du gouvernement, vous retrouverez les coordonnées des plateformes, vous retrouverez un annuaire
et sur cet annuaire les coordonnées des plateformes d'accompagnement et de répit pour les aidants à proximité chez vous. N'hésitez pas à les utiliser vraiment. Et si vous n'êtes pas aidant, voilà, sachez qu'autour de vous, il y a quand même 11 millions de Français qui sont aidants. Ça peut être votre nounou, ça peut être votre voisin, ça peut être votre commerçant, etc. N'hésitez pas aussi à les inciter à se faire aider parce qu'ils en ont besoin, même s'ils n'en ont pas encore forcément conscience. Voilà, merci pour votre attention et à bientôt sur Canal Delta 7.